Merci tout le monde. Je suis contente d'être avec vous pour terminer la journée. J'espère que je vais pas trop vous assommer. Je vais essayer de faire ça en une vingtaine de minutes à peu près. Ça me fait plaisir de vous parler du camp agricole, qui est l'incubateur ici dans la région de la capitale nationale puis de la ville de Lévis. Je me présente, je m'appelle Virginie, je suis agronome de formation, puis j'ai le privilège de coordonner l'incubateur depuis maintenant 3 ans. C'était mon collègue Xavier Demel qui avait mon poste auparavant. Donc, je me lance. Voilà. Alors, le plan de match pour ma présentation, j'ai peut-être par un petit contexte de où le camp agricole est parti. Ensuite, je vais vous parler de l'offre de services qu'on offre aux incubés. Puis finalement, on m'a aussi demandé de parler un peu des retombées du projet en lien avec la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, puis on pourra terminer avec une petite période de questions. Donc, pour ce qui est de l'historique du projet, j'ai essayé de mettre une petite ligne du temps. Dans le fond, le projet est issu de la stratégie sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région ici. C'est une stratégie sur 9 ans, 2017-2025. De cette stratégie-là a découlé 3 ententes. Donc, le projet du camp agricole est issu de ces ententes-là. En fait, dans la stratégie, il a été mentionné que les besoins du milieu, c'était de valoriser les terres en friche, d'avoir un meilleur accès aux aliments locaux durables, puis de soutenir la relève entrepreneuriale ici dans la région. Donc, c'est de là qu'est parti le désir de créer l'incubateur. En 2019, il y a eu le lancement officiel du camp agricole avec un projet pilote sur la côte de Beaupré où il y a eu 5 entreprises qui ont été accompagnées. Ensuite, en 2020, il y a eu la deuxième entente sectorielle, donc un autre 3 ans. Puis également, dans le mandat que la faculté a eu pour développer l'incubateur, il y avait aussi un volet formation à développer, donc d'offrir une formation aux entreprises qui sont suivies par l'incubateur. Donc, le lancement de la formation s'est fait en 2020. Puis en 2021, la formation a basculé 100% en ligne, puis est offerte maintenant à l'ensemble. Bien, c'est une formation qui est offerte à tous, qui est donnée aux incubés là, de l'incubateur, mais donc ça fait partie un peu de leur parcours. Je vais revenir un petit peu plus tard. Puis c'est aussi à partir de 2021 que le camp a pris une formule d'incubation mixte ou hybride, ou en tout cas, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Je vais pouvoir en parler un petit peu plus en détail aussi. Puis 2023, bien, il y a eu la 3e entente sectorielle, donc on est là-dedans en ce moment. Donc c'est ça, ça fait depuis 2019 là, que le camp existe officiellement ici dans la région. Pour ce qui est du financement, là, j'ai parlé de cette fameuse entente sectorielle-là. Qui sont les partenaires derrière? Il y a des partenaires au niveau gouvernemental, donc le MAPAC, le secrétariat à la capitale nationale, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Il y a également tous les partenaires du milieu municipal, donc de la Ville de Québec, la Ville de Lévis, également toutes les MRC de la région, puis un partenaire du milieu agricole, donc l'UPA, qui est également dans l'entente sectorielle. Cette entente-là finance différents projets ici dans la région, dont celui du camp. Puis je tiens à mentionner aussi que depuis le début du projet, on a un partenaire majeur qui est Développement Côte-de-Beaupré qui souhaitait avoir un incubateur sur son territoire. Donc c'est un peu comme ça que le projet peut prendre forme aujourd'hui. La mission du camp, je ne vous la lirai pas au complet. Là, en gros, on accompagne les entreprises en démarrage. On se spécialise seulement en production maraîchère, fruitière ou émergente. Ça a été le besoin qui a été nommé pour le milieu ici. Il faut bien comprendre, nous, la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, la FSAA, notre mandat, c'est de coordonner les activités de cet incubateur-là depuis 2019. Mais le fait d'être ici à la faculté, je tiens à souligner que la faculté croit au projet de l'incubateur, puis contribue de manière quand même significative, que ce soit par le support des équipes du décanat, du support des équipes administratives, des communications également. Donc, je travaille au sein de l'université, puis ça en découle plusieurs avantages. J'ai également accès à un véhicule pour me déplacer sur le territoire. Puis le fait d'être à l'université, ça permet d'avoir une belle synergie avec d'autres experts qui sont déjà sur place. Donc, les partenaires fondateurs, j'en ai parlé plus en détail, donc l'entente sectorielle, Développement Côte-de-Beaupré, puis au fil des années, bien, on a des partenaires qui se sont ajoutés au projet, qui nous permettent de bonifier l'offre de services qu'on donne aux incubés. Et il y a des partenaires là-dedans qui sont là depuis 4-5 ans, puis que je tiens à remercier aussi. Ça nous permet vraiment d'offrir un meilleur service aux incubés. Donc, c'était un peu mon contexte là, du camp agricole. Maintenant, je vais sauter dans notre offre de services. Donc, j'aime bien voir le camp agricole comme un programme d'incubation d'1 an et qui peut être renouvelable sur 3 ans, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais dans le fond, le programme du camp, ça débute à l'hiver. Donc, la première période, c'est pendant l'hiver de janvier à avril. C'est pendant cette période-là que la formation en ligne est offerte aux incubés. Il y a également des activités de réseautage qui peuvent être organisées. Puis,
Je donne aussi de l'accompagnement individuel aux besoins aux entreprises. Ensuite, pendant l'été, c'est vraiment le cœur du projet. Donc, les gens peuvent expérimenter leur projet, peuvent avoir du suivi agronomique sur le terrain, il y a du prêt de machinerie, tout ça. Donc, c'est là que se passe le moment clé de la saison agricole. Puis ensuite, à l'automne, c'est la période des bilans, puis c'est également de mon côté la période du recrutement pour l'année suivante. Donc, c'est un peu comme ça que le camp roule depuis quelques années. Donc, si je vais un petit peu plus en détail sur ces différentes phases-là, la formation en ligne, vous la voyez ici, c'est une formation qui a été développée en 2020, qui est offerte à tous. Le nom, c'est agriculture biologique et entrepreneuriat. C'est que les deux aspects sont... Dans le fond, l'objectif derrière cette formation-là, c'est de donner un peu une boîte à outils commune aux incubés, oui, mais aux autres participants qui s'inscrivent à la formation. Ça se découle de différentes façons, là, avec des séances synchrones. Cette année, c'est les jeudis matins. Puis aussi des séances asynchrones que les gens peuvent suivre à leur propre rythme. Le tout est 100% en ligne. Donc, pour les gens qui sont incubés dans le camp agricole, c'est inclus. C'est ça, comme je l'ai mentionné, c'est ouvert à tous. C'est une formation qui est non créditée. Là, ça ne donne pas accès à des crédits universitaires. Ça rentre vraiment dans la catégorie de formation continue. Puis, on vise d'avoir une approche multidisciplinaire, là, d'avoir des experts. À chaque jeudi, c'est quelqu'un de différent qui vient présenter sur, que ce soit au niveau entrepreneurial ou plus agronomique. Donc, voilà pour la formation pendant l'hiver. Ensuite, le cœur du projet du camp. Donc, pendant l'été, quand les gens expérimentent leur projet, dans le fond, je l'ai mentionné, là, on offre une formule d'incubation, moi j'aime ça dire mixte, là, mais on a l'incubation dite plus classique. Donc, pour des gens qui n'auraient pas accès à une terre, on a un site sur la côte de Beaupré à l'Ange-Gardien, qui est environ à 20-25 minutes à peu près là, de l'université. Donc, c'est assez proche de la ville, ce qui est un avantage. Donc, les gens qui aimeraient ça expérimenter leur projet sont plus à la phase d'idéation. Ils peuvent venir sur le site, puis ils ont accès à une petite parcelle. Puis, notre formule hybride, dans le fond, c'est que ça vient aussi avec la possibilité de se faire accompagner pour les gens qui auraient leur propre site de culture, d'avoir accès aux services offerts par le camp agricole quand même. Donc, on couvre le territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Donc, un petit peu plus en détail sur notre site d'incubation comme tel, qu'est-ce qu'on offre? C'est une parcelle de 0,2 hectares en location environ pour des frais de location de 250 $. On demande aux participants d'avoir des intrants biologiques puis seulement des cultures annuelles. C'est un bail qui est annuel, donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. L'entretien du site se fait par le camp agricole. Donc, dans le fond, on a plusieurs infrastructures sur place. Donc, en début de saison, je m'assure que le système d'irrigation est fonctionnel, qu'il y a une roulotte de chantier pour que les participants puissent être à l'abri. À partir de cet été, on va avoir un tunnel chenille également. Donc, c'est ça. C'est un peu une formule... pas tout inclus, mais c'est un peu comme ça que je l'explique aux participants. C'est vraiment dans le but de diminuer les barrières à l'établissement qui peuvent expérimenter leur projet une première année. La plupart trouvent que la superficie n'est pas assez grande, mais quand ils sont rendus en cours de saison, généralement, ils en ont bien assez. Donc, ça leur permet d'expérimenter leur projet. Puis après ça, l'objectif, ou en tout cas pour la plupart, ils vont essayer de trouver un autre site un peu plus grand qui va leur permettre de répondre à leurs besoins d'entreprise. Pour les sites satellites, dans le fond, les entrepreneurs peuvent être en propriété ou en location, c'est à leur choix. Puis, ils sont vraiment autonomes sur leur site, donc toutes les opérations vont être aux frais de l'entreprise. L'incubateur va vraiment plus là au niveau du support agronomique. Un autre volet important de l'incubateur, c'est le prêt pour la location de machinerie d'équipements agricoles qui peut représenter un investissement assez important en démarrage d'entreprise. Donc, avec les années, on a acquis une petite gamme d'équipements manuels que vous pouvez voir ici. Puis ces équipements-là, quand ils sont petits, ce qui est pratique, c'est qu'on peut les transporter d'un site à l'autre. Mettons, j'ai quelques entrepreneurs qui n'ont pas de petits semoirs manuels. Des fois, juste de l'essayer ou des semoirs plus de précision, ils peuvent l'essayer avant de l'acheter. Donc, ça, c'est quand même un service qui est apprécié. On a également un petit motoculteur BCS avec différents attachements, que ça aussi, ça se promène, ça peut se déplacer quand même bien entre les sites. Puis, sur le site de l'incubateur, on a également un petit tracteur pour offrir la possibilité aux gens d'essayer ou d'expérimenter le modèle plus mécanisé. Donc, voilà, c'est sûr que notre gamme d'équipements est plus adaptée à la production, je dirais, maraîchère, mais il y a des trucs qui peuvent être étudiés en production fruitière également. Ensuite, donc,
Pour ce qui est de l'accompagnement agronomique, dans le fond, sur le site principal, les gens qui sont en incubation classique, c'est certain que moi, j'ai passé sur le site à toutes les semaines pendant l'été, m'assurer que tout se passe bien, puis faire un petit suivi rapide des cultures, échanger avec les entrepreneurs. Pour ce qui est des sites satellites, le suivi, c'est plus aux 2 à 4 semaines. Ça va dépendre des besoins de l'entreprise. Puis, ce qui peut être fait, c'est assez varié puis modulable selon l'entreprise est rendue à quel stade. En termes de suivi agronomique, il peut y avoir des profils de sol qui sont faits, des échantillons de sol qui sont pris, du dépistage. On peut parler quand je visitais les entreprises pendant l'été, mon but, c'est d'avoir un portrait un peu global de l'entreprise, comment ça se passe sur le terrain, puis c'est quoi les enjeux auxquels ils font face, puis d'essayer de garder l'œil ouvert pour tout l'aspect agronomique des cultures aussi. Puis, je l'ai mentionné rapidement, mais selon l'entente qu'on a présentement avec les partenaires financiers du projet, les entreprises qui sont accompagnées par l'incubateur peuvent l'être pour une période maximale de 3 ans. C'est réévalué à chaque année selon l'entreprise en est rendue où dans son parcours de démarrage. Donc, pour terminer mon petit calendrier, donc à l'automne, c'est la période du recrutement puis des bilans. Donc, c'est un petit peu plus calme. Généralement, à ce moment-là, les entrepreneurs sont pas mal fatigués puis j'ai pas trop d'appels téléphoniques. Donc, voilà, pour ce qui est des retombées du projet, peut-être mettre un peu de chiffres derrière tout ça en termes de nombre d'entreprises qui ont été accompagnées. Donc, depuis 2019, c'est plus d'une quarantaine d'entreprises qui ont bénéficié des services offerts par le camp. Des fois 1 année, des fois 2, des fois 3, ça dépend des entreprises. Depuis 2021, depuis qu'on offre la formule hybride d'accompagnement, c'est environ 10 à 14 entreprises qui sont accompagnées par année. Là-dessus, il y a 2 à 3 entreprises qui viennent sur le site de l'incubation, qui viennent expérimenter leur projet. Puis 10 à 12 entreprises qui sont réparties sur des sites satellites. Là, je vous ai mis la carte des sites qui vont être suivis cet été. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même réparti sur le territoire. On a un super beau territoire dans la capitale nationale, mais il est quand même grand. Mais bref, 3 entreprises dans Charlevoix cet été, quand même quelques-unes dans Port-Neuf également, sur l'île d'Orléans. Donc voilà. Puis, habituellement, là, je dis habituellement, on n'a pas un si gros historique, là, mais je vous dirais que c'est à peu près, dans la cohorte actuelle, c'est à peu près la moitié des entreprises que c'est des nouvelles entreprises, puis l'autre moitié qui reçoivent un accompagnement pour une 2e ou une 3e année. Ce que ça permet de faire, c'est de créer une cohorte qui est quand même dynamique, qui permet des échanges entre des gens qui sont peut-être un peu plus avancés dans leur projet, puis d'autres qui sont en démarrage, de créer des beaux échanges. Donc, voilà. J'ai parlé de chiffres, mais derrière ces chiffres-là, il y a des vraies personnes, il y a des vrais projets, des vrais entrepreneurs. Donc, je vous ai mis un peu ici des photos des dernières années d'activités qui ont eu lieu au champ, là, sur le terrain ou à l'intérieur lors de rencontres bilan et tout ça. Donc, à différents moments, c'est pas à chaque semaine, mais à différents moments dans l'année, j'essaie de créer ces opportunités-là pour que les gens puissent réseauter entre elles et échanger. Donc, au niveau des entreprises qui sont accompagnées, 75 qui ont été accompagnées là, depuis le début du projet ont fait ou font de la production maraîchère, 20 de la production fruitière, puis 15 de la production dite émergente, donc ça soit fleurs coupées, champignons ou autres. Mais les chiffres ne s'additionnent pas. Là. Des fois, les producteurs font de la production maraîchère et fruitière également, donc je les ai comptabilisés séparément. Donc, ça vous donne un peu une idée. C'est sûr qu'il y a principalement du maraîcher, mais également de l'implantation de fruitiers aussi qui peut arriver à l'occasion. Je vous ai placé ici les critères. On a parlé un petit peu ce matin de critères de sélection là, quand on démarre un incubateur. Depuis 3 ans, on utilise des critères pour sélectionner les candidats qui approchent puis qui déposent leur candidature à l'automne. On va regarder, est-ce qu'ils ont d'expérience en agriculture, en entrepreneuriat? Est-ce qu'ils sont engagés dans leur projet? Est-ce qu'on voit une viabilité ou des retombées probables du projet? Est-ce que c'est une entreprise, elle a beau être en démarrage puis répondre à tous les autres critères, mais est-ce qu'elle va vraiment bénéficier de l'incubateur? Des fois, ça arrive que la personne n'a pas ce profil-là. Puis également, on regarde la motivation puis la savoir-être du candidat. Quand je dis on, c'est que j'ai un comité de sélection qui est là avec moi à l'automne pour analyser les candidatures et passer des entrevues. En termes d'appréciation du camp agricole, on en a parlé aujourd'hui. C'est difficile de mesurer, de le mesurer concrètement. À chaque automne, j'envoie un sondage aux entreprises qui ont été accompagnées pour connaître un peu leur appréciation du projet puis leurs suggestions d'amélioration. Dans les services qui sont les plus appréciés de la part des entreprises, c'est l'accompagnement agronomique sur le terrain, d'avoir quelqu'un qui vient les voir pendant l'été puis qui connaît leur contexte d'entreprise.
Le prêt de machinerie d'équipement agricole aussi est grandement apprécié. Pour la plupart, ça fait une différence en démarrage d'entreprise de pouvoir expérimenter là, avant d'acheter. Puis également les activités de réseautage aussi qui sont beaucoup appréciées. Puis sinon, ben ça, c'est ce qui ressort de la part des participants, mais en général, les entrepreneurs ont aussi accès à d'autres avantages comme, en tout cas, ça, c'est un avantage, je dirais, assez commun des incubateurs, mais d'expérimenter son projet à petite échelle, à moindre coût. Il y en a qui ne l'auraient pas fait autrement. Donc, il y a ça, puis aussi l'esprit d'échange, de collaboration entre les entreprises. C'est aux entrepreneurs, nous, on les encourage à créer leur réseau, à échanger avec les autres, puis on essaie de créer les opportunités pour que ça se fasse pendant toute l'année. Puis... Ah oui, c'est ça, une occasion pour développer son réseau. On a également des bourses, des rabais de certains partenaires qui sont offerts là, aux participants. Donc, en terminant, juste quelques photos peut-être pour montrer un peu la diversité là, des projets qu'on peut accompagner à différents stades. Donc, voilà, je pense que ça complète ma présentation. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui! La fameuse colonne, hein? Donc, Catherine de l'incubateur, là, j'ai mon parcours d'incubation. Je me demandais au niveau de la formation, depuis quand que c'est en ligne? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la formation en ligne? Qu'est-ce qui est offert en gros? Puis, finalement, est-ce que 50 heures, est-ce que c'est beaucoup ou bien est-ce que c'est vraiment apprécié comme nombre d'heures, là, comme charge de travail? Là, il est ouvert. OK, parfait. C'est sûr qu'en 50 heures, on n'apprend pas le métier d'agriculteur, mais loin de là. Je pense que tout le monde le sait ici. C'est pas ça l'objectif de la formation. Le but, c'est d'avoir une boîte à outils. Pourquoi ça a été développé à la base? Bien, je sais pas, je regarde mon collègue Xavier parce que c'est lui qui a monté la formation au départ, mais je pense qu'il y avait un besoin. Tu sais, les gens qui viennent dans l'incubateur n'ont pas tous les mêmes bases. Il y en a qui ont un bac en agronomie, puis il y en a qui ont 0 expérience en agriculture. Donc, il y avait comme un besoin d'offrir les mêmes bases un peu à tout le monde. Ils vont pas tout apprendre dans la formation, mais au moins, des fois, d'avoir un cadre théorique, ça reste en ligne. On n'apprend pas tout en ligne. Il y a un bout qu'il faut vraiment faire sur le terrain, mais d'avoir ce cadre théorique-là, il est quand même apprécié de la part des entreprises. Là, j'ai Xavier le micro. Je sais pas si tu veux compléter sur l'initiative de la formation. Bien, dans le fond, c'est vraiment une boîte à outils. Moi, je me rendais compte qu'au niveau même de la faculté, des diplômés en agronomie ou dans différents secteurs de techniques agricoles au Québec, tout ça, de leur donner une base commune au début de 50 heures, vraiment une boîte à outils, les références vers le MAPAC, vers la financière agricole. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas enseignées partout dans les écoles d'enseignement. Donc, la base à la fois entrepreneuriale et agronomique pour le secteur maraîcher, ou aller chercher l'information dans quelles références, que ce soit pour les aspects de production de culture maraîchère biologique ou les aspects d'entrepreneuriat, parce que 50 % de la job, c'est produire, puis l'autre 50 %, c'est de le vendre. Donc, c'est le bout entrepreneur. Donc, le profil entrepreneuriat. Donc, c'est ce qu'on a développé. On avait une demande. C'était aussi l'année COVID en ligne. Donc, ça, c'est le développement de la formation en ligne qui s'est développé cette année-là. Ça répondait à un besoin du milieu, puis ça répond encore à un besoin. On a des dizaines de participants chaque année qui s'inscrivent aussi en dehors du camp à la formation. Donc, c'est un petit peu un complément d'information. Ça va? Mais en fait, je me demande qu'est-ce qui fait, pourquoi en ligne puis pas en présentiel, puis est-ce que vraiment, avez-vous analysé les avantages, les inconvénients, puis si oui, pourquoi c'est un avantage? Bien, le en ligne, c'est sûr, ça nous permet de rejoindre un plus grand public à travers le Québec. Donc, ça, il y a beaucoup de gens. Puis, quand je me fais approcher de gens qui veulent s'inscrire à la formation, il y en a qui aimeraient que ça soit 100% asynchrone, donc seulement à leur rythme. Tu sais, personnellement, je le vois que dans les séances synchrones, quand les gens peuvent interagir avec le formateur ou même entre eux, émettre des commentaires, sont quand même plus impliqués dans la formation. Donc, le 100% en ligne, c'est par... je pense que c'était quand même aussi un peu dans l'esprit de la COVID, de poursuivre
d'offrir quelque chose là, aux entreprises qui voulaient démarrer. La formule fonctionne encore bien, honnêtement, c'est apprécié. Puis c'est ça, ouais, je pense que c'est ça. Le fait d'être en ligne, c'est pas parfait. Là. Personnellement, c'est sûr que c'est plus le fun d'avoir une formation en personne, mais de solliciter les gens pour se déplacer. On couvre juste avec l'incubateur, le territoire de la capitale nationale, j'aurais pas des gens qui viendraient aux formations si souvent que ça. Se déplacer, ça demande... en tout cas, surtout quand on couvre un large territoire, j'ai l'impression qu'il faut les solliciter de manière ponctuelle et au bon moment. Même quand j'organise des activités de réseautage, je le vois que... c'est ça, les producteurs sont déjà pas surchargés, mais ont déjà beaucoup à penser en démarrage. Donc, si on veut les avoir puis les mobiliser, de pas trop le faire, mais de le faire à des moments clés. Fait que la formation en ligne, ça permet aux gens de suivre un peu de la manière dont ils veulent. Il y en a qui ont des enfants, il y en a tout le monde a une réalité un peu différente, fait que ça offre cette flexibilité-là quand même. Là. Oui. Allô? Moi, je me demandais, est-ce que vous offrez parce que 3 ans, c'est vraiment court là, sur une vie d'entreprise. Est-ce que vous offrez un accompagnement après pour que les gens trouvent un autre site? Est-ce qu'il y en a qui restent plus que 3 ans, finalement, comme dans d'autres incubateurs parce qu'ils n'ont pas de site? C'est ça, je me demandais, le après 3 ans. C'est une bonne question. Nous, on est la faculté, on est mandataire du projet. On a une entente avec les partenaires financiers. Dans la dernière entente, c'est le 3 ans qui a été établi par les partenaires de la période qu'on pouvait accompagner. À la fin de ces 3 ans-là, il y a toujours au moins une rencontre avec moi puis avec d'autres des conseillers relève du MAPAC ou autres. Là, j'ai un petit comité autour de moi qu'on rencontre ces entreprises-là qui ont fait le 3 ans. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour la suite, d'essayer de leur donner les ressources par après. Mais toute la question du suivi post-incubation, puis je le vois en participant à l'étude de Malik, entre autres, d'évaluer la performance de l'incubateur, c'est comment aller solliciter les gens après l'incubation. Je suis un petit peu là-dedans, c'est mon objectif cette année, peut-être plus à l'automne prochain, là, d'essayer d'aller voir ces entreprises-là qui sont sorties de l'incubateur, ils en sont rendus où. Il y en a que j'ai contact avec eux ou qui m'écrivent naturellement, mais il y en a d'autres qu'il faut solliciter. Là, fait que c'est un petit peu ça. Mais oui, à la fin du 3 ans, il y a quand même au moins une rencontre de clôture ou pour voir c'est quoi les besoins de l'entreprise après, puis au moins de référer vers d'autres ressources. Là, mais c'est ça, on atteint la limite aux 3 ans. Mais la majorité des entreprises ont déjà leur site là, dans le programme du camp agricole. Ceux qui sont sur le site de l'incubateur, ça arrive des fois qu'il y en a qui restent plus qu'1 an, mais c'est pas toujours le cas. Là. Puis après ça, eux-mêmes ressentent le besoin d'avoir généralement plus grand de superficie. Donc... Oui, Geneviève Lachance, conseillère en horticulture au MAPAC à Rivière-du-Loup. C'est une question un peu complémentaire à ce qui vient d'être posé. Je me demandais, justement, ce 3 ans-là, est-ce qu'il y a la possibilité d'être séparé, admettons, là, je prends l'exemple d'une culture fruitière, qu'il y a des besoins d'être accompagné au début, mais aussi quand on est dans la production puis qu'on récolte des fruits puis qu'il y a d'autres problématiques qui se présentent, là? J'en ai des entreprises qui m'ont posé la question, qui sont comme en requestionnement ou à la recherche d'un site, par exemple, puis ils ne sont pas en production, fait qu'on arrête l'accompagnement. Je tiens à mentionner qu'on ne remplace pas le réseau AgriConseil. Dans le cas c'est pas ça l'objectif. Là. Fait que, pour des productions fruitières, par exemple, qui sont en production, à l'état de production, bien, ils vont être sûrement mieux accompagnés par un conseiller spécialisé dans la pomme ou dans la camerise ou peu importe que par moi. Fait qu'il y a un bout où il y a déjà de l'aide là, dans le réseau. Le réseau AgriConseil, il est déjà subventionné, donc les producteurs peuvent avoir accès à ce service-là par après. Mais il n'y a pas encore eu de cas où l'accompagnement a comme coupé puis est revenu après. Mais on verra. On traversera le pont rendu à Rivière. Bonjour. Tu as parlé au niveau des indicateurs, le sondage. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour noter le projet? Là? Puis, Pas actuellement. Des rencontres qualitatives. Une rencontre bilan là, à la fin de l'année où il n'y a pas de... On ne force pas les gens à venir, mais la plupart du temps, j'ai un bon taux de participation, au moins 75%. Puis là, moi, je suis plus en mode observation, puis je récolte un peu les commentaires de comment ils ont trouvé l'accompagnement. Mais outre le sondage, il n'y a pas d'autres... Au niveau des partenaires, est-ce que tu sens une pression qu'ils ont besoin d'autres indicateurs ou c'est correct? Je dirais pas actuellement, mais... ouais. Est-ce qu'on entend? Oui. Encore moi.
Au niveau des entreprises créées, combien de gens, parce que là, vous êtes une université, fait qu'il y a une espèce de mission, peut-être à deux parties, d'éducation aussi dans ton programme par rapport à un incubateur qui a vraiment une mission de création d'entreprise. Est-ce que le passage à travers de votre incubateur crée un grand pourcentage d'entreprises ou c'est la mission d'éducation qui est plus menée à bien? C'est une grosse question. La mission de la faculté puis l'université, Xavier, tu peux me contredire, là, mais on me l'a présenté en 3 volets. Il y a l'enseignement, il y a la recherche, mais il y a aussi le service à la collectivité. Je pense que le projet du camp agricole un peu rentre là-dedans. C'est un projet auquel la faculté croit, souhaite soutenir l'entrepreneuriat, puis le fait de différentes façons. On a aussi un autre programme, le programme je pense au programme de 10 jours, là, qui est coordonné par ma collègue Nadia Dehi. Puis ça s'adresse à des entreprises qui ont 5 ans et plus d'existence. Souvent, c'est des gens qui ont transféré leur entreprise. Bref, à l'université, en général, on a quand même beaucoup de soutien à l'entrepreneuriat, donc ça fait un peu partie de cette mission-là. En termes d'entreprise créée, c'est là que ça devient difficile de le mesurer. Qu'est-ce qu'on considère comme une entreprise créée il y en a qui démarrent, puis après ça change, leur modèle d'entreprise change, ou finalement, ils font plus de l'agrotourisme, ou est-ce que, chaque cas est unique, donc c'est là que je trouve ça difficile de mesurer, ah oui, on a généré tant d'entreprises avec tant d'emplois, puis ça devient difficile à comptabiliser, bien honnêtement. J'entends pas. Ah. Fait que ce que Malik disait au niveau des indicateurs clés qui sont très variables et flous, ça vous touche aussi? Certainement. Si je peux me permettre, au niveau le volet formation, dans le fond, nous, on forme des agronomes, des agroéconomistes, au niveau des baccalauréats, mais au niveau, on a d'autres formules, comme Virginie nous a parlé au niveau de la plateforme, donc qui est 10 jours. Ça, c'est pour les entreprises existantes, donc c'est une autre formation continue. Celle-là est en présentiel, des entreprises existantes qui ont 5-10 années d'expérience. Il y a également la nouvelle formule cet hiver, idéation bioalimentaire, qui est pour nos étudiantes de premier, deuxième, troisième cycle à l'Université Laval pour favoriser l'entrepreneuriat, stimuler l'entrepreneuriat, être la bougie d'allumage de ces éléments-là. On n'a pas... D'autres, on veut le stimuler, on n'a pas d'indicateur comme tel, mais on veut le favoriser parce qu'on mange tout 3 fois par jour comme aujourd'hui. Puis l'autre aspect que je voulais mentionner en complément, c'est la force du réseau. Virginie les met en contact avec le réseau pour faire un pont avec la journée d'aujourd'hui, avec le titre de la journée d'aujourd'hui, la force d'une entreprise qui va être pérenne, puis on va augmenter les facteurs de succès, c'est de la réseauter. Donc, après le 3 ans, moi, je pense qu'on considère, puis Virginie, également les met en réseau avec le réseau Agri-Conseil, le MAPAC, les conseillers en relève. Il y a des conseillers à Financière agricole du Québec. Il y en a dans différents secteurs qui sont des fois spécialisés, que ce soit en petits fruits ou dans d'autres secteurs. Donc, c'était juste un bref complément d'information. Comme faculté, c'est ce qu'on veut favoriser, l'entrepreneuriat à différents niveaux dans la recherche, la formation et service à la collectivité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, interventions pour Virginie? Oui? Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis un aspirant en agriculture. C'est vrai que je ne comprends pas encore beaucoup de choses, mais je pense que je suis en train d'avoir l'information que je veux pour mon projet. Et la question que je vais vous poser, c'est de savoir, pour les aspirants en agriculture qui ne sont pas inscrits comme étudiants à l'université, comment on fait pour vous rejoindre afin d'être accompagné dans son projet? Par exemple, pour le site que vous avez parlé pour Beaupré, comment on fait si on marque de l'intérêt? La période de recrutement est à l'automne, généralement. Mais il y a mes coordonnées sur la diapositive également. On a une page web quand même facile à trouver. Sur le réseau Racine aussi, on est là. Donc, c'est ça. Vous pouvez me contacter. Ça dépend. Selon votre projet, on est rendu où? Quelle forme d'accompagnement peut fonctionner. Pour ce qui est de plus de formation
crédité. Là, si vous voulez des études en agriculture, là, c'est plus avec mes autres collègues à la faculté. Là, ça, je m'y connais moins. OK. Donc, vos contacts sont sur Réseau Racine, c'est ça? Oui, puis sur la présentation aussi. Est-ce qu'on va la voir? Oui, ça va être déposé dans les prochains jours. OK, merci. Ce serait notre dernière intervention de la journée. Je vous remercie. Je remercie beaucoup, Virginie. Merci.